Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui suivent aujourd'hui avec nous cette rencontre autour du réemploi des matériaux de construction. Je suis Agnieszka Koziol, je suis cofondatrice de BOMA, un bureau d'études qui est spécialisé en économie circulaire et en réemploi et qui est basé à Strasbourg. J'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette table ronde autour de la thématique de l'organisation de la chaîne du réemploi à l'échelle locale. Et c'est une question très concrète et vraiment centrale dans nos activités. On sait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'opérations comprennent des opérations d'extraction de matériaux. Aujourd'hui, on s'en rend compte, un des freins à lever sur la démarche de réemploi, c'est l'intégration des matériaux de réemploi dans un projet neuf, si possible local. Nous aurons donc le plaisir aujourd'hui de découvrir l'exemple de deux territoires qui sont à plus d'un égard inspirants. Il s'agit de Miramas et Bruxelles. Avant de laisser la parole à nos deux intervenantes, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat et nous y répondrons à la fin des deux interventions. Donc je laisse sans plus tarder la parole à Madame Valérie Descaux, qui est architecte et cofondatrice de Rédificaré. Merci Agnieszka. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Descaux, architecte. Depuis une trentaine d'années, j'ai construit des bâtiments publics et avec deux confrères, nous avons créé Rédificaré en 2016 à destination essentiellement du réemploi et de développer une filière de réemploi de matériaux de construction sur notre région, qui est la région Sud. Voilà, donc je vais vous présenter une opération qui se situe sur Miramas. Tout va bien, vous voyez mon écran. Miramas qui est une commune, voilà. Voilà, donc une commune particulièrement engagée dans le développement durable. C'est une commune de 27 000 habitants qui est située dans le sud de la France, à proximité de Marseille, et qui est une commune qui est déjà engagée dans une démarche territoire zéro déchet, zéro gaspillage, qui a travaillé sur la plupart des déchets qui sont produits dans sa commune et qui a buté sur la question des déchets du BTP. Donc, elle a organisé pendant 2 ans des petits déjeuners des déchets du BTP auxquels nous avons participé. Les acteurs économiques de la région étaient invités à ces petits déjeuners pour trouver des idées, enfin proposer des idées d'organisation d'une démarche de territoire qui permette de favoriser le réemploi interprojet. Donc, la ville de Miramas a lancé un appel d'offres dans le cadre du programme Smart Waste PACA Life qui était mené par la région Sud. Et donc, cet appel d'offres a été soutenu par l'ADEME et la région Sud. Il avait pour objectif de mettre en œuvre une solution d'économie circulaire pour le territoire avec un focus sur les déchets du BTP. Donc, la commune de Miramas, c'est une commune qui, depuis la création de la métropole Aix-Marseille Métropole, se retrouve dans une position stratégique au cœur de la métropole et qui comprend de nombreux projets qui vont modifier ces aménagements, que ce soit routiers ou que ce soit urbain. Donc, notre équipe était un groupement donc constitué du bureau d'études d'Altereo, du bureau d'études Recovering et de Rédificaré. Altereo qui était focus sur les VRD, Recovering sur le recyclage et Rédificaré sur le réemploi. Voilà, donc ici vous avez un plan de la commune avec son plan de développement stratégique. Vous voyez le nombre de projets qu'elle comprend. Donc, vous avez à la fois des projets de rénovation urbaine sur des grands ensembles, des projets d'accroissement de zones d'activité, des projets de réaménagement de cœur de ville sur le cœur ancien et des aménagements routiers qui vont être réalisés et modifiés. Et donc, tous ces aménagements vont générer de gros gisements de déchets. Donc, le but de la mission,
c'était initialement de quantifier les gisements qui allaient être issus des démolitions, des opérations d'aménagement, des réhabilitations, et de caractériser ces gisements en matériaux de terrassement, matériaux de construction et équipements, et de travailler dans le temps de 2018 jusqu'à 2030 en préfigurant les gisements disponibles qui allaient être disponibles dans le temps et de les mettre en parallèle avec les projets de construction pour voir comment faire matcher des matériaux entre les gisements disponibles et les projets de construction neuve. Donc, cet appel d'offres comprenait 5 phases. Une première, donc, analyse des gisements et quantification. Deuxièmement, étude des possibilités de réemploi interchantier. Troisièmement, planification donc dans le temps de ce réemploi interchantier. Quatrièmement, étude de faisabilité technico-économique sur les moyens à mettre en place de type zone de stockage temporaire, plateforme de concassage, criblage, atelier de remise en état de matériaux. Et cinquième phase, mise en place juridique de ces dispositifs qui seraient créés par la commune et mis à disposition des maîtres d'ouvrage qui interviennent sur cette commune. Donc, juste pour vous montrer les quantités d'opérations, nous avons mis dès le départ en place une méthodologie pour arriver à cibler géographiquement les gisements à l'intérieur de chaque projet et les typologies de gisements. Donc ici, vous avez une carte de Miramas avec les principales opérations qui sont répertoriées. Donc à la fois les grands projets d'aménagement urbain et les différents types de projets à l'avenir. Nous avons donc à la fois travaillé sur la quantification des gisements pour chaque zone, chaque ZAC, le cœur de ville, la zone en rue. Nous avons donc identifié les démolitions qui allaient être sur chaque zone et nous avons identifié tous les projets, donc tout maître d'ouvrage confondu, qui allaient être construits sur les zones qui comprenaient des démolitions. Ce qui a été relativement facile, c'est de quantifier les gisements, puisqu'il a été plus facile d'avoir accès aux données sur les bâtiments à démolir que sur les besoins, dans la mesure où les besoins, tant que le projet n'est pas encore lancé, qu'il n'y a pas d'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est assez difficile d'identifier les besoins en matériaux, et donc nous avons travaillé par surface. Nous avons évalué les besoins en matériaux à travers les surfaces. Concernant l'analyse de gisements, nous nous sommes dit que ce qu'il fallait en fait que l'on quantifie, c'était les quantités de gisements issus des différentes typologies de bâtiments qui allaient être démolis. Donc, on a commencé par recenser les différentes typologies. Et donc, nous avions affaire au projet de rénovation, au projet de modification du cœur de ville avec du bâti ancien, les projets de rénovation urbaine avec des démolitions de tours et de bars dans les zones en rue, avec des logements des années 70, et ensuite des équipements publics qui étaient voués à la démolition. Et donc, à travers ces 3 typologies de bâtiments, ça nous a permis d'obtenir différentes typologies de matériaux. Donc, pour chaque typologie de bâtiment, nous avons pris 1 ou 2 bâtiments significatifs et nous avons recensé à travers chacun de ces bâtiments les différents types de matériaux, et à la fois nous avons travaillé sous forme de matériaux et à la fois sous forme de déchets, de typologie de déchets, pour avoir une idée de la quantité de déchets. Donc ici, par exemple, on est sur les zones en rue, donc dans lesquelles on va avoir du béton, des menuiseries extérieures, etc. Et donc sur chaque typologie de type de bâtiment, nous avons quantifié les matériaux qui allaient être issus d'un bâtiment, et ensuite nous avons extrapolé à l'échelle de tous les bâtiments recensés qui relevaient de la même typologie.
Et ensuite, nous avons quantifié tous ces matériaux sous forme de déchets à travers chaque grand projet. L'ANRU, donc démolition des logements des années 70, cœur de ville, démolition de bâtiments anciens, traditionnels, et autres projets de Miramas avec des bâtiments publics. Ici, nous avons quantifié donc, les déchets qui allaient être issus de toutes ces démolitions. Donc, on est sur 55 000 tonnes à peu près de déchets. Et ensuite, nous les avons répartis dans le temps en fonction de la planification des différents projets. Voilà. Donc, ensuite, nous avons fait la corrélation. Ici, par exemple, vous avez le plan de l'ANRU sur lesquels vous avez les bâtiments qui vont être démolis qui sont en orange et les bâtiments qui vont être construits qui sont en vert. Donc, sur la base de ces superpositions, nous avons essayé de faire la corrélation entre les gisements et les besoins. Et nous avons ensuite fait un focus sur les typologies de matériaux qui relevaient de chacun des gisements. Donc là, je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, nous avons découvert le Koussoul de Crau, qui est une ressource qui forme une croûte sur le dessus des terrains dans cette zone, qui est une zone de sédiment de la Durance et qui présente en fait un vrai intérêt à la fois sur le plan de la terre. C'est de la terre avec des galets qui sont très très durs. Et donc, c'est un gisement très intéressant. Et nous avons, pour tout ce Koussoul de Crau qui va être décrouté donc essentiellement sur les zones d'activité et sur les travaux de voirie, nous avons fléché la terre pour faire des tests avec Filiaterre pour faire des briques de terre et permettre à la commune d'envisager de construire certains lotissements qui étaient prévus à la construction, mais pour le moment sans matériaux particuliers, de pouvoir suggérer, voire imposer. La commune est partie pour, pourquoi pas imposer, la construction de certains groupes de logements en briques de terre, et donc qui seraient issus de ces quantités de Koussoul de Crau qui va être généré par les travaux des zones d'activité essentiellement et des travaux de voirie. Donc ça, c'était une ressource extrêmement intéressante pour les cailloux très durs. Il y a plusieurs pistes de réemploi et notamment pour faire les enrobés. Aujourd'hui, les carriers nous ont dit que cette ressource, ils vont la chercher dans le nord de l'Europe. Et donc, pour eux, c'est une ressource extrêmement intéressante. Concernant les matériaux, donc, nous avons recensé les matériaux qui vont être issus des bâtiments des années 70, essentiellement du béton, des appareils sanitaires, des menuiseries PVC. Pour les matériaux traditionnels, nous avons la terre cuite, nous avons les tuiles, nous avons les moellons des murs anciens et pas mal de poutres bois. Pour chacun des matériaux, nous avons proposé à la commune un tableau dans lequel nous avons proposé toute la hiérarchie de traitement qui est imposée par la réglementation dans le cadre des déchets du BTP, à savoir priorité donnée au réemploi et à défaut à la valorisation. Et donc, nous avons, sous forme de ce tableau, détaillé toutes les étapes à suivre pour permettre le réemploi. Donc, comment vérifier que le gisement, par exemple des tuiles, peut permettre le réemploi de ces tuiles, quelle est la manière de procéder pour déposer ces tuiles, quels vont être le type de conditionnement, combien on va pouvoir mettre de tuiles et quel va être le conditionnement, etc. Et ensuite, nous avons proposé pour chaque matériau d'autres usages détournés dans le cas où les tuiles ne pourraient pas être réutilisées sous forme de tuiles de couverture. Et donc, il y a d'autres usages, comme par exemple faire des cloisons en tuiles plates ou faire des têtes de mur dans les aménagements extérieurs. Et à défaut de pouvoir réemployer ces tuiles, eh ben, il y a d'autres pistes de réemploi et de valorisation avec, par exemple, du concassage pour faire du paillage d'espaces verts ou pour être mélangé à des bétons de site, etc., etc. Voilà. Et nous avons fait cette trame pour permettre à la commune de continuer en fait ce travail pour chaque matériau, donc ceux que nous avons identifiés, mais qu'elle pourra par la suite identifier.
Ensuite, nous avons donc cherché à comment communiquer ce travail, parce qu'on arrivait à énormément de tableaux Excel, comment communiquer ce travail à la commune pour qu'elle puisse en prendre possession et en avoir une visualisation. Donc, nous avons représenté géographiquement sur nos cartes à la fois les sites émetteurs et à la fois les sites récepteurs pour chaque année, de manière à ce qu'on puisse identifier les gisements. Voilà, ici, vous avez les gisements qui vont être issus de ce territoire et ici, les besoins en quantité de mètres carrés qui vont être construits. Nous avons ensuite recensé les acteurs du réemploi sur le territoire pour voir quels étaient les acteurs que nous pouvions associer à cette démarche, dans la mesure où le but au final était de permettre à la commune de s'orienter soit vers la création d'une zone de concassage-criblage dédiée aux opérations de son territoire, soit à créer un atelier de remise en état des matériaux qui allaient être issus de ces gisements, et de créer une dynamique en fait de territoire avec les acteurs du réemploi. Nous avons fait exactement la même chose avec les acteurs du déchet, et donc nous nous sommes rendus compte, par exemple, que concernant les déchets inertes, eh bien, la ville de Miramas avait actuellement une ancienne carrière qui était tout à fait disposée à concasser, cribler les bétons qui allaient être issus des différents projets en béton. Voilà. Pour ce faire, donc la phase à venir, la commune aujourd'hui est en train d'étudier la possibilité de mettre un bâtiment à disposition pour créer un atelier de réemploi, de remise en état des matériaux et de reconditionnement. Pour ce qui est des Excusez-moi, inertes… Valérie, pardon. Oui, j'ai fini. Oui, d'accord, parfait. Merci. Pour ce qui est des inertes, donc elle a trouvé la solution et nous sommes en train d'étudier avec elle la possibilité d'utiliser la plateforme que nous avons créée qui permet de porter à connaissance les gisements de chaque matériau et qui permet aux communes et aux collectivités de présenter les futurs gisements qui vont être disponibles sur leur commune. Voilà. Merci beaucoup. Désolée, je vous ai pressé sur votre dernière diapositive. Non, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, c'est très intéressant de voir l'organisation à l'échelle du territoire entre plusieurs projets. C'était vraiment. Donc il y a des questions, on vous les posera peut-être sûrement à la fin. Et du coup, je laisse la parole à Madame Nathalie de Léo pour des projets bruxellois, un qui est achevé et dans lequel il y a eu du réemploi, et l'autre qui est en cours. Nathalie? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente de pouvoir présenter mes projets concrets de réemploi. Je suis architecte depuis 21 ans et j'ai fait mes études en néerlandais à Bruxelles. Et j'ai rencontré aussi les gens de Rotor Déconstruction avec deux d'entre eux, j'étais en classe et donc ça m'a aidé à favoriser mes projets de réemploi et c'est comme ça que j'ai commencé en 2016 avec mon premier projet. Je vous présente ma présentation avec mon premier projet. Attendez, hop. Voilà. Mon premier projet, c'est un projet d'une pharmacie, un réaménagement à Bruxelles, où le pharmacien que je connaissais, dont je suis cliente, m'avait demandé de faire le nouveau réaménagement. Le budget était limité. Et donc, pour moi, c'était une option vraiment idéale de pouvoir apporter des matériaux de réemploi pour réduire les frais, parce que dans ce cas-ci, c'était vraiment le cas, et de diminuer l'apport des matériaux neufs. Et donc, j'ai été à la recherche de matériaux de réemploi lors de la conception. J'ai été voir dans le hangar de Rotor Déconstruction les matériaux en vrai, et j'ai invité le pharmacien de venir avec moi. Et donc, il a été tout à fait convaincu que ça pourrait apporter de toute façon une originalité qu'il demandait aussi pour avoir une pharmacie qui était différente de ce qu'il avait déjà vu au préalable. Il ne voulait pas de définition standard. Donc, les matériaux ont été achetés à l'avance, avant le début des travaux, bien sûr, et la conception a été faite en fonction des disponibilités des matériaux.
Et la contrainte de ce projet, c'est qu'il y avait un plafond avec une résistance au feu d'1 heure qui était demandée par les pompiers. Et donc, il me fallait créer un faux plafond. En général, les faux plafonds sont très standards et souvent très moches, pas très créatifs. Donc, ça m'a donné plein d'idées de faire quelque chose en plus que ce qu'on avait déjà en tête avec des carrés blancs. Et donc, comme on n'avait pas beaucoup de budget non plus, l'armoire à tiroirs a été réutilisée et j'ai fait la conception des parties des armoires avec les tablettes en verre de l'ancienne pharmacie en réemploi. Et donc, là, on a pu réduire aussi les frais et partir déjà sur un format standard que j'ai pu recopier. Donc, j'ai fait ici une liste des matériaux que j'ai réutilisés, matériaux de réemploi provenant à votre droite. Il y a les vitraux en couleurs différentes qui ont été produits par l'usine Val-Saint-Lambert à Seraing en Belgique. Lors de la fermeture de l'usine, il y avait énormément de petits vitraux de couleurs différentes qui avaient été conçus pour faire des inserts en béton, comme vous voyez sur la photo de droite. Dans les années 50-60, c'était très à la mode. Et on a été choisir les pièces sur place. Puis, on a récupéré un sol en granit pour la zone d'entrée, donc un granit antidérapant qui provenait de la Générale de Banque à Bruxelles. Alors, il y avait le plafond doré que vous voyez en dessous sur la photo, provenant aussi de la Générale de Banque à Bruxelles. Et ce plafond est du designer d'intérieur Jules Waps, créé en 1972-75. Et puis, la banque aussi avait prévu des panneaux décoratifs dans tous les couloirs de Christophe Jevers. Et on a récupéré aussi ces panneaux. Vous voyez en bas la photo de la mer Méditerranée avec un arbre, enfin un sapin. Et alors, on a aussi racheté des faux plafonds pour la zone de préparation, la zone qu'on ne voit pas de la pharmacie, provenant du Crédit communal de Bruxelles. Donc après, j'ai fait mon mix et je vous montre déjà, pour vous imaginer déjà un peu plus le concret, ce que j'ai fait avec les inserts en verre. Je les ai introduits dans un panneau sandwich, en suivant des lignes qui reviennent un peu dans toute la pharmacie, et au fait, qui proviennent aussi de l'éclairage du faux plafond doré. Et en bas, vous voyez la récupération de l'armoire à tiroirs, où on a juste rajouté donc, les parois de finition. Et on ne voit plus vraiment que c'était une armoire ancienne. Alors, ici, juste un peu pour vous expliquer le plafond doré, qu'est-ce qu'il en était. Donc, sur la photo de droite en haut, vous voyez comme le plafond était à l'origine utilisé dans la banque. Donc, l'éclairage était très faible et le plafond était très bas. Donc, c'est un plafond unique qui a été créé pour cette banque. C'était aussi le dernier lot que Rotor des Constructions vendait. Et donc, c'était un prix réduit. On a eu vraiment de la chance. Il nous a coûté 500 €. Prix d'achat. Les dimensions des panneaux étaient très différentes, donc ce n'était pas évident. Comme c'était le dernier lot, ce n'était pas du tout facile. J'ai dû faire un vrai puzzle. Mais donc, il me manquait du matériel pour réaliser l'entièreté du plafond. Donc, il n'y avait pas la surface totale. Ce qui m'a donné aussi la créativité pour accorder les surfaces et diminuer donc, la surface par rapport à la surface totale. J'ai dû rajouter des parties en gyproc. La suspension en laiton, elle est neuve. Et la seule chose qui était un peu plus difficile, c'était la main-d'œuvre. Bon, il y avait des découpes à faire, mais c'était plutôt facile. Et l'entrepreneur était plutôt rassurant. Il voulait bien le faire sans trop d'inconnus. Il a osé donner un prix correct pour l'exécution de ce plafond qui n'était finalement pas difficile à placer. Et donc là, je vous montre donc l'exécution avec la zone centrale dorée.
et les parties en gyproc. L'éclairage est un éclairage en LED qui a été placé 40 cm au-dessus du plafond et qui donne des lignes alors sur les parois arrière. Et voilà une autre photo de la pharmacie. Et alors la zone arrière où il y a le comptoir, là aussi j'ai pu faire ce que je voulais finalement avec, comme je disais, le puzzle, et de donner une zone centrale où il n'y avait pas de plafond doré, et de jouer avec cette forme qui est la reprise de la forme du comptoir. Et voilà des découpes finalement dans tous les sens qui reviennent, et la lumière qui reviennent un peu dans les lignes du sol, les lignes du plafond, et donc finalement l'éclairage du plafond est devenu un peu, et les lignes qui proviennent de l'éclairage du plafond, le concept du projet. Et donc ça sont des choses des fois que les matériaux de réemploi vous donnent comme surprise, qu'on ne sait pas toujours à l'avance qu'est-ce que ça donnera. Alors, après le projet concret, j'ai un deuxième projet auquel je travaille maintenant aussi, dont j'ai fait la conception en 2016 et l'exécution a commencé en 2020. Mais donc, lors de la conception, j'ai fait vraiment, le bâtiment est plein de beaux matériaux, et je trouvais que c'était important de les réutiliser. Et donc, j'ai introduit le projet à la ville de Bruxelles pour un concours pour être un bâtiment exemplaire en 2019. Et voilà, j'ai été lauréate pour ce projet-là. Mais c'est pas un projet facile. Je travaille seule, donc c'est pas le projet où je suis assistée par des bureaux d'études, des ingénieurs. Et donc c'est un peu mon étude à moi que je vous présente avec tout ce que j'avais déjà recherché à l'avance sur les réemplois, fichiers Excel, ce qu'on vous montre déjà en théorie. Ben, moi, j'ai essayé de le mettre en pratique. Bon, je me suis pas amusée à faire des grosses simulations 3D non plus, mais je vous montre un peu les photos de ce que j'avais en tête. C'était de faire un volume à l'arrière en démolissant le bâtiment existant et de rajouter des jardins, des patios, beaucoup plus d'apports de lumière dans le bâtiment existant, et de réutiliser les beaux espaces comme ils étaient, et de mettre en valeur à nouveau les parties historiques du bâtiment, mais de rajouter aussi plein du neuf. Le bâtiment avait déjà été rénové quelques fois, et donc ça me donne une certaine liberté. C'est aussi un projet privé, c'est pas un projet public, très important. Je n'ai pas toutes les contraintes légales. J'ai fait mon cahier de charges moi-même. Et donc, je suis quand même assez libre de faire ce que je veux. J'ai pas de personnes qui me contrôlent par rapport à ça. Donc, c'est pas que je fais des choses bizarres, mais je me sens plus libre de faire ce que je fais maintenant, parce que justement, mon maître d'ouvrage me suit. The Exemplary nous assiste d'une façon technique si c'est nécessaire, et aussi l'aboutissement du projet se fait grâce au fait que j'ai le label Be Exemplary et que tout le monde doit s'y tenir. Donc c'est très important ça aussi. Donc ici, il s'agit vraiment d'un projet où l'espace arrière est tout à fait démoli. C'était un bâtiment qui avait été construit dans les années 70 et qui rendait l'espace au rez-de-chaussée tout à fait inutilisable. C'était conçu comme un sous-sol. Et donc, le nouvel espace qu'on construit à l'arrière se détache du bâtiment arrière en créant de nouveaux patios et un couloir allant vers l'espace polyvalent. Et celui-là, il est conçu en acier et en bois apparent. Les colonnes en béton aussi sont apparentes. Et le but, c'est de montrer la structure et le fait que ce bâtiment est facilement démontable aussi dans le futur si c'est nécessaire. Parce que le bâtiment qu'on a démoli, au fait, on a voulu récupérer plein de matériaux. C'était vraiment impossible. Tout était en béton, les briques étaient pas réutilisables du tout. Donc, c'est pas toujours facile de réutiliser des matériaux des bâtiments plus récents.
Donc, c'est plus facile des fois de démanteler des anciens bâtiments que des nouveaux. Alors, ce qu'on a fait encore dans le bâtiment, c'est l'adaptation des sanitaires et agrandir les petits espaces aux étages et remplacer l'escalier de service par un ascenseur. Et donc, là aussi, je récupère une partie de l'escalier de service pour faire un nouvel accès au grenier. On rajoute des toitures vertes et on utilise tous des matériaux écologiques avec un label FSC. Et puis, vous voyez un petit peu la façade derrière au mois d'août. Après un an de chantier, on n'est pas très loin. Il y a eu plein de surprises, comme dans tous les vieux bâtiments, la stabilité, la construction, l'amiante, la mérule. On a tout eu. Mais donc voilà, on en est là. La structure du rez-de-chaussée est tout à fait libre. Donc vous voyez l'apport de lumière. Et donc il y aura un couloir, comme je vous ai montré sur le plan, qui fera le passage entre l'espace polyvalent, dont vous voyez déjà la structure en métal, et les colonnes en béton qui retiennent au fait les deux bâtiments, que c'est une structure en fait, qui est aussi nécessaire pour stabiliser l'entièreté de la zone de jardin où les jardins des voisins sont à un niveau plus haut. Alors, avant de commencer mon projet, j'ai fait la visite du bâtiment et j'ai fait des photos de tous les matériaux que je trouvais beaux, qui étaient importants à garder. J'ai mis tous ces matériaux avec photos dans le cahier de charge parce que la description, des fois, n'est pas assez suffisante. J'ai fait faire aussi un test de démontage pour chacun des matériaux à réutiliser parce que c'est toujours de la théorie, les photos et les idées, mais c'est pas toujours facile en réalité de savoir si ça marchera. J'ai fait aussi des indications sur place, ce qui était à préserver. J'ai fait aussi des fichiers Excel avec des indications des matériaux à préserver, les photos, le nombre de mètres carrés estimés. Et alors après, à la fin du chantier, on aura les surfaces définitives. Alors aussi, j'ai dû indiquer des zones de stockage des matériaux de réemploi dans les espaces du bâtiment non utilisés. Donc, tout est du réemploi in situ. Cet inventaire, après la démolition, n'est pas facile. L'entrepreneur, en fait, pour l'instant, vient de me donner plus ou moins, je dis plus ou moins, les dimensions les dimensions des marbres, les surfaces des carrelages. Et donc, c'est seulement maintenant, un an après le début du chantier, que je peux m'imaginer comment faire les finitions. Et donc, dans les finitions, je reste très flexible. Et cette flexibilité, elle est nécessaire parce que je ne savais pas à l'avance combien de matériaux, par exemple, étaient disponibles. Et donc, ce calcul, voilà, est un détail finalement très important. Alors ici, je vous montre un peu, après avoir tout démantelé, qu'est-ce que j'ai dans mon magasin. Au fait, mon magasin dans le bâtiment. Donc, j'ai les portes intérieures type d'hiver, les carrelages, le marbre, l'escalier, carrelage mural, les anciennes armoires, les caches radiateurs et les lavabos. Et donc, j'ai aussi fait, donc, comme je vous ai dit, je me sentais plutôt libre de rajouter aussi des nouveaux matériaux qui ressemblent un peu aux anciens. Comme dans l'ancienne cuisine, il y a des carrelages du type que vous voyez sur les photos. J'ai trouvé sur un site où on donnait les matériaux gratuitement, les carrelages en céramique des années 30, type Wasserbillig de Luxembourg. Et donc, je les ai donnés gratuitement. Je les ai livrés moi-même au chantier. Et donc, je m'amuse aussi à porter des matériaux qui proviennent des autres chantiers à moi, comme la pierre bleue des autres chantiers. Je les apporte ici pour le réemploi. Donc, c'est chouette en tant qu'architecte de pouvoir faire un échange entre mes projets aussi de démolition. Et alors, j'ai acheté encore un stock de 14 mètres carrés de type Welkenrath, qui viennent d'une école d'infirmières à Leuven. Et donc, c'est chouette, vu que le bâtiment est une rénovation pour l'association des sages-femmes et des infirmières de la Flandre. Le fait que les carrelages viennent de l'école des infirmières, c'est un chouette détail. Et
Et Rotor a toujours plein de surprises de stock, donc c'est chouette de pouvoir rajouter ces matériaux-là, même que voilà, ils datent de 30 ans plus tard que l'origine du bâtiment de 1909. Alors après, j'ai fait un projet aussi de réaménagement de bureaux, où j'ai aussi réutilisé des panneaux acoustiques que vous voyez à droite sur la photo que j'ai achetés chez Rotor. Ils provenaient du crédit communal de ligne de Bruxelles, de Marcel Lambrix, et on a acheté 120 pièces en 2018 chez Rotor et qu'on stocke maintenant dans un espace externe du NVKVV pour les réutiliser aussi dans le bâtiment que vous venez de voir. Mais donc, j'ai déjà utilisé ces panneaux maintenant comme test. Enfin, pas vraiment comme test, mais bon, mon ingénieur en stabilité m'avait demandé de faire le réaménagement et ces plaques de plafond étaient vraiment idéales pour une construction en béton où l'acoustique était vraiment très mauvais. Et donc, on a changé la couleur, gardé la laine de roche intérieure et j'ai rajouté une ligne LED tout autour. Et voilà, ça fait tout autre chose. Donc, il était convaincu de pouvoir utiliser ça. Et en montrant ce projet-ci aux gens du NVKVV, ils étaient d'accord d'acheter les panneaux pour le projet de l'aménagement de l'espace, des espaces bureaux et polyvalents aussi. Et donc, avoir des exemples à montrer aide aussi à pouvoir convaincre les maîtres d'ouvrage. Mais ce qui est important aussi maintenant, je trouve, à vous dire, c'est les difficultés rencontrées ici sur le chantier et c'est le travail concret dans la réalité. C'est que plein d'entrepreneurs n'ont pas l'habitude de démolir avec précaution. Ils détestent ça. Ça prend du temps, ça les énerve et ils préfèrent démolir. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi je veux tout garder et que ça demande quand même un travail minutieux. Donc, j'essaye de les sensibiliser, les chefs de projet, les ouvriers, à leur expliquer qu'il ne faut pas gaspiller, qu'il ne faut pas jeter des choses inutilement et que l'apport du neuf n'est pas des fois mieux, pas plus beau, pas de meilleure qualité et que finalement la différence de prix pour la pose est exactement la même et l'achat du matériel de réemploi est pas pour ça plus cher que l'achat du neuf. Donc, au contraire, souvent c'est le même prix ou même un peu moins cher. On a fait aussi des essais de démolition. Quand vous voyez le mur à droite en haut, c'était un mur qu'on devait garder avec le très beau carrelage brillant. Et le premier mur qu'on a démoli, c'était le mur qu'il fallait garder. Et donc, c'est très dommage parce qu'après, il faut réparer avec le carrelage que j'ai récupéré sur un autre mur pour réparer les zones cassées inutilement. Et donc, c'est vraiment pas facile. Il faut être presque au quotidien sur le chantier pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur dans ces phases cruciales de démolition. Nathalie, excusez-moi, je me permets de vous signaler juste qu'il ne reste que 5-6 minutes pour les questions. Je termine très vite. Ce qui est difficile aussi, c'est le stockage du matériel sur place. C'est important à dire aussi. Et mon dernier slide, c'est que je trouve important qu'il faut revaloriser les anciens matériaux communiques et que ça demande beaucoup plus de travail en tant qu'architecte, que c'est très important de tenir ça en compte, qu'on a du travail en plus et que notre recherche aussi est un boulot avant de pouvoir commencer les chantiers et qu'il faut pouvoir être prêt à racheter les matériaux aussi à l'avance et de stocker tout ça quelque part. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Et j'espère vous avoir inspiré à faire du réemploi aussi. Mais merci Nathalie et Valérie pour ces deux présentations. Je trouve qu'elles sont vraiment hyper complémentaires et vraiment intéressantes à mettre face à face. Parce que d'un côté, on a une vision vraiment macro sur un territoire et de l'autre, des projets qui sont vraiment faits sur mesure. D'ailleurs, ça a généré pas mal de questions sur le chat. Valérie, je vous en pose une qui est vraiment pas évidente, c'est comment estimer les coûts réels de réemploi des matériaux. Est-ce que vous avez réussi, à l'échelle de Miramas, à voir combien ça générerait peut-être de surcoût? Est-ce que vous arrivez à rester ISO? En fait, c'était pas prévu dans la mission. Mhm. Non,
C'était pas prévu dans la mission. Après, nous, il y a des matériaux sur lesquels on a travaillé depuis, donc sur lesquels on a des idées de coûts, mais la mission ne prévoyait pas d'études économiques, en fait, du D'accord. réemploi. Il y en a une deuxième qui est sur la gestion des calendriers des travaux. Est-ce que vous avez un petit retour d'expérience à nous faire sur la relation entre les chantiers émetteurs et récepteurs? Est-ce que vous avez eu par exemple, des difficultés à allier deux chantiers, par exemple, où sur le papier ça fonctionnait bien et puis il y a eu un retard sur l'un ou l'autre chantier qui a complètement qui a annulé vos efforts pour les mettre en relation? En fait, c'est assez compliqué, surtout sur les chantiers de construction qui dérapent plus dans le temps que les chantiers de déconstruction, souvent. Et en fait, nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on avait suffisamment de gisements par rapport aux démolitions et aux nouvelles constructions pour pouvoir piocher dans d'autres projets. Et en fait, on est en cours comment dire, d'adéquation entre les projets. Donc, je ne peux pas encore vous répondre précisément parce que tout a dérapé avec le Covid. Bon, déjà, tous les plannings ont dérapé. Et donc, on n'en est pas encore en phase de transfert de matériaux, en fait. Mais le planning, ça va être la commune qui va devoir le suivre parce que nous, notre mission, elle va s'arrêter, enfin, elle s'est arrêtée. Et donc, il va falloir après que la commune prenne le relais. Et c'est pour ça qu'on a construit des outils pour qu'elle puisse le faire. Mhm. C'est vrai que c'est l'avantage de votre vision macro, c'est que on parle de plusieurs gisements qui peuvent se compléter. Oui, tout à fait. J'ai ensuite des petites questions pour Nathalie. Euh, Par rapport à, par exemple, vous disiez un peu les difficultés que vous avez eues sur les chantiers. Comment est-ce que les entreprises ont reçu les contraintes liées au chantier? Vous en avez parlé un petit peu sur la déconstruction. Est-ce que, il y a eu d'autres difficultés? Ou peut-être sur la découpe des faux plafonds à la pharmacie? Oui, oui, ce qu'il y a, c'est que c'est très difficile aussi d'envisager aussi le nettoyage sur chantier. Donc maintenant, le carrelage, on doit les faire tremper dans du vinaigre et ça prend du temps. Donc il faut vraiment organiser ça à temps. Et donc il faut planifier vraiment aussi le stockage du matériel à nettoyer sur place. Oui, ça prend vraiment une organisation de chantier qui est vraiment différente. Les entreprises sont pas à la hauteur de tout ça. Enfin, pas à la hauteur, je dirais, ils sont pas au courant de comment faire ça. Donc, moi, je dois vraiment leur apporter toutes ces infos. Et donc, je suis un peu la prof, finalement. Je me sens un peu institutrice. Mais bon, c'est rigolo, oui. Par moment. Des fois pas. Des fois pas, ouais. En tout cas, le résultat est beau. Merci. Est-ce que vous pensez que l'achat des matériaux en avance a pu être un facteur de réussite des opérations d'intégration de matériaux de réemploi? Est-ce que vous pensez que c'est un facteur fondamental de réussite de ce genre d'opération? Oui, oui, je trouve franchement que les retours que j'ai par rapport à mes autres projets sont tout à fait différents parce que je trouve que le mérite aussi des ouvriers, de l'entreprise, de maître d'ouvrage et de la patience que tout le monde a pour mettre tout ça en œuvre. Je trouve aussi que ça mérite vraiment d'avoir une approche plus visible. Je trouve que c'est important de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Et je suis aussi contente que le projet est un projet de bâtiment exemplaire. Et je trouve que c'est très, très utile aussi de pouvoir instruire d'autres architectes, de savoir comment commencer avec des petits projets. Parce que je trouve aussi que, ça j'ai peut-être oublié de dire, mais c'est plus facile de commencer du réemploi avec, je dirais, 14 mètres carrés de carrelage, un petit faux plafond, que de commencer tout de suite avec 4 mètres carrés, par exemple. Donc, oui, ça m'a aidé. Et enfin, alors, il y avait une question sur l'approvisionnement des matériaux, mais vous y avez en partie répondu, même totalement répondu pendant la présentation. Donc, c'était chez Rotor, notamment, et Oui, sur des approvisionnements perso que vous oui, aviez c'est sur ça. le chantier. Et il y avait une question donc de Valérie Déco qui demande si vous avez pu valoriser des honoraires supplémentaires par rapport au réemploi sur vos chantiers. Non. Non, malheureusement, je ne vais pas en devenir très riche. La seule chose que j'ai, c'est qu'en tant que gagnante du projet Be Exemplary, en tant que lauréate, j'ai reçu un montant, moi, pour revaloriser les projets
de réemploi. Et donc, ça couvre un peu le surcoût. Mais c'est parce que c'est une prime de la région. Mais je ne suis pas certaine que les maîtres d'ouvrage, maintenant, aujourd'hui, seraient ouverts à payer les architectes plus. Mais ce qui est important aussi à dire, c'est que voilà, si on réduit les frais sur l'apport des matériaux, ça nous prend beaucoup plus de temps. Donc, finalement, pour rendre les projets moins chers et avec des matériaux plus créatifs, le travail devrait être valorisé par heure, et c'est ce que je compte faire dans les projets maintenant aussi. C'est que c'est important de faire ça par heure, oui, en régie. Vous deviez donner un chiffre comme ça, au doigt mouillé, du surplus, en pourcentage du surplus de temps que vous avez mis pour sourcer tout ça. 20% en plus, 30% en plus de travail, oui. Oui. Par rapport, et surtout au suivi de chantier. La conception, je dirais, c'est plutôt libre, mais après, on ne sait pas toujours à l'avance, comme je disais, combien de matériaux on aura. Et ça donne un peu de travail après, supplémentaire, pendant la période du chantier, oui. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux. On aurait bien continué à discuter, mais il est temps de laisser la parole à la suite du programme. Et donc, je vous remercie encore pour votre intervention, pour vos interventions. C'était très, très instructif, très, très intéressant. Merci. Et, je suis désolée de ne pas avoir eu le temps de poser toutes les questions, mais c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de demandes. Et je laisse la parole à Aricia Eblard pour la suite du programme. Merci à tous. Merci.